Euh, Bonsoir à tous et à toutes, je suis Richard Boniwo et j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Euh, je prends encore la parole aujourd'hui juste pour faire un peu avec vous l'actualité ces derniers temps en République du Bénin. Je voudrais commencer d'abord par remercier, si je puis m'exprimer ainsi, remercier euh, le ministre des Finances qui récemment a quand même suivi nos conseils. Souvenez-vous que dès les premiers jours de cette crise du coronavirus, nous avons été les premières personnes à avoir dénoncé l'absence de mesures d'accompagnement social. C'est-à-dire que du fait qu'il n'y a pas de mesures d'accompagnement social, nous déplorons le fait que s'il n'y a pas de mesures d'accompagnement social, si la consommation baisse, par conséquent que l'économie pourrait prendre un coup et que lors du déconfinement, que nous aurons un sérieux problème économique et que les ménages les plus modestes auraient des problèmes. Donc nous avons demandé, insisté même sur le fait que automatiquement qu'il y ait des mesures sanitaires, que ces mesures sanitaires soient accompagnées de mesures sociales, de sorte que l'activité économique ne recule pas, que la consommation ne baisse pas et que les PME et PMI ne soient pas pénalisés, ceux qui représentent par exemple des services non essentiels ne soient pas pénalisés du fait de la pandémie du coronavirus. Nous avons été bien évidemment charriés sur les réseaux sociaux, ceux qui ont été payés pour nous insulter nous ont insultés, mais finalement, il faut croire que le ministre des Finances a compris que notre solution était la meilleure et ils ont fini par l'adopter. Donc nous le remercions pour ça. Pour rebondir rapidement aussi sur la question de l'économie, le ministre des Finances a fait une sortie récemment dans Jeune Afrique dans laquelle il disait que l'allègement de la dette n'était pas la solution pour le Bénin. Il y a des pour et des contre, hein, bien évidemment. Il y a des pour et des contre parce que d'un côté, l'allègement de la dette permet quand même de faire des économies et de financer des actions sociales du gouvernement, des actions sociales qu'il n'y en a pas du tout dans les mesures de ce gouvernement depuis presque 4 ans. Donc aujourd'hui, cet allègement permettra quand même de renforcer les actions sociales auprès des populations qui sentiront une certaine satisfaction. Donc l'allègement permettra de renforcer les actions sociales. Certes, renforcement d'actions sociales ne veut pas dire éradication de la pauvreté. Nous sommes tout à fait d'accord là-dessus. Mais au moins, à court et moyen terme, les populations qui bénéficieront de ces actions sociales-là se sentiront mieux à l'aise et aussi prendront de la confiance et s'impliqueront dans les activités communautaires et les politiques de développement. Donc ça c'est le premier point. Le second point est que, bien évidemment, l'allègement de la dette permettra quand même de baisser à l'intérieur la pression fiscale sur certaines entreprises qui pourront, par conséquent, embaucher davantage, puisque aujourd'hui le chômage a atteint un pic assez important. Donc cet allègement de la dette permettra de baisser la pression fiscale sur certaines entreprises qui pourront, par conséquent, embaucher. Et aussi cet allègement de la dette permettra aussi d'anéantir, d'éliminer certaines taxes sur des produits et relancer l'activité économique en relançant la consommation. Donc, c'est aussi une bonne nouvelle, cet allègement de la dette. Maintenant, bien évidemment, l'allègement de la dette ne permet pas ne prend pas en compte la dette domestique qui aussi est un problème. Mais nous pensons quand même que le gouvernement pourrait arriver, dans une certaine mesure, à conjuguer avec les opérateurs économiques ou les institutions financières sous-régionales qui sont détenteurs de cette dette, qui sont détentrices de cette dette domestique et pourra même tirer des ressources de cet allègement de dette. Le Sénégal nous parlait récemment de 500 millions de bénéfices au cas où on ferait l'allègement de dette rien que pour l'année 2020. Donc entre 500 millions, on peut toujours trouver le moyen de faire un peu de social et purger la dette et faire face à la dette domestique. Donc, c'est certainement au niveau de la dette domestique qui n'est pas prise en compte dans l'allègement de la dette internationale qui pourrait causer problème. Mais je suis sûr que les gouvernements ont une force de négociation assez importante pour pouvoir pallier à cette question-là. Maintenant, pour revenir à la question comment on appelle, le quatrième point que je voudrais aborder concernant cet allègement de la dette et qui est très important pour moi, c'est la question de la corruption, bien évidemment. Les taux ne seront pas négociés et donc
par conséquent, on ne peut pas faire de la corruption quand il y aura un allègement de dette. Donc, c'est peut-être sur ce point-là qu'il y a peut-être nos dirigeants ont de la difficulté parce qu'on sait tous que la corruption est aujourd'hui une politique publique, une décision publique dans nos pays et surtout au Bénin où la corruption a atteint un pic assez important. Donc, concernant l'allègement de la dette, ceci est très important. Je pense qu'il faut, si à défaut de rien, il vaut mieux accueillir l'allègement de la dette comme quelque chose d'important, au moins pour les populations baisse de pression fiscale, moins de taxes pour relancer l'activité économique et la consommation sont deux facteurs quand même assez importants. Et aussi pour pouvoir procéder à des actions, à mettre en place des politiques sociales pour la satisfaction comment on appelle, des populations. Donc cet allègement de la dette est à court et à moyen terme très important. Il est bien sûr que nous comprenons très bien que parlant d'allègement de la dette n'est pas une solution. Le ministre est totalement en train de penser au post-Covid-19, mais bon, avant de penser après Covid-19, il faut d'abord penser pendant et au lendemain de Covid-19, ce qui est très important aussi. Maintenant, pour revenir à la question du retrait du Bénin du traité de la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, je trouve ça totalement déplorable qu'un pays qui déjà est en difficulté économique, qui doit renforcer sa démocratie et des règles de transparence pour pouvoir accéder à des taux moindres, à des crédits internationaux, puisse se permettre aujourd'hui de démontrer qu'elle n'est pas capable d'assumer ses responsabilités, c'est-à-dire d'être démocrate, d'être efficace sur le plan démocratique et aussi sur le plan du droit. C'est totalement déplorable et ça va plonger davantage le Bénin puisque beaucoup de rapports qui seront faits sur le Bénin vont traiter le Bénin comme un État voyou et je pense que c'est ce que avait déploré M. Patrice Talon quand il était en campagne, que le Bénin ne devait pas être un État voyou. Il est bien malheureux que ce soit lui aujourd'hui qui plonge le Bénin davantage dans cette définition d'État voyou puisque aujourd'hui tous ces instruments supranationaux, ces mécanismes supranationaux sont inclus dans le préambule de la Constitution et qui ne respectent pas le préambule de la Constitution, qui est la règle que suit le constituant tout le long de la rédaction de la Constitution, qui ne respecte pas le préambule de la Constitution, ne respecte pas la Constitution par conséquent et est totalement voyou. Moi, je ne dirais pas que le Bénin est un État voyou, mais nous avons un gouvernement voyou. Ça, c'est ce qu'il convient de dire. Pour finir, je vais parler de la lutte contre la corruption. Je trouve ça totalement déplorable, mais vraiment, vraiment déplorable, qu'au lendemain de ma lettre adressée au chef de l'État, dans laquelle je mettais en évidence plusieurs points sur ce que c'est que la corruption, comment est-ce que les pratiques corruptives pouvaient émerger dans la société, quels sont les mécanismes prioritaires qu'il fallait mettre en œuvre pour pouvoir les combattre et autres. J'ai fait beaucoup de propositions au chef de l'État parce que j'ai cru en la bonne foi du chef de l'État quand chaque fois il dit que c'est parce que les politiciens traditionnels ne font pas des propositions, ne font pas des critiques constructives, que c'est la raison pour laquelle lui, Patrice Talon, les boycotte et qui ne veut pas qui ne veut pas les écouter, qui ne veut pas discuter avec eux. Alors, j'ai cru bon à cet égard, faire des propositions au chef de l'État, lui dit, pour la question de la lutte contre la corruption, étant donné la faiblesse de nos institutions aujourd'hui à l'issue des élections de 2019, une à l'Assemblée nationale qui est totalement contestée autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, des mécanismes juridiques mis en place qui sont autant contestés du point de vue des libertés, et compte tenu de tout ça, il vaut mieux renforcer certains mécanismes de transparence pour pouvoir donner plus de crédit, plus de garanties aux bailleurs et aux investisseurs pour leur permettre de venir investir dans notre pays. Malheureusement, malgré une lettre d'au moins 7 pages dans laquelle je suis allé quand même en profondeur, en détail, et des propositions de mécanismes prioritaires et autres,
force est de constater que M. Patrice Talon et son gouvernement n'ont pas du tout envie de faire la lutte contre la corruption. Au contraire, c'est qu'ils veulent gérer la corruption à leur profit et faire la lutte pour les autres. Au lendemain de ma lettre, l'Assemblée nationale a voté une loi qui, désormais, soustrait les élus de notre pays de toute règle de transparence. C'est-à-dire qu'à l'entrée et à la sortie de, comme on appelle, de leur poste électif, eh bien, ces gens ne sont soumis à aucune règle de transparence. Ils peuvent rentrer avec 1 million, en sortir avec 100 millions, et personne ne pourra le savoir, personne ne pourra le contrôler. Tant aujourd'hui, non seulement la vérité officielle, elle est compromise, mais elle est quasiment inexistence. Et nous vivons dans un pays qui va d'opacité en opacité. Et comme ça, on veut que des bailleurs internationaux, des institutions internationales nous fassent confiance, viennent dans notre pays, viennent investir dans notre pays. Chers amis, soyons sérieux, c'est impossible parce que personne n'a envie de venir dans un pays avec son argent sans avoir un minimum de garantie. Donc voilà à peu près ce que je voulais dire aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que vous vous portez bien et que vous continuez de suivre les mesures barrières, comme on a dit, mais c'est plutôt des mesures préventives, puisque aucune mesure soit-elle aujourd'hui ne peut barrer définitivement comme on appelle, la route à ce virus qui a quand même plusieurs subtilités pour se propager. Donc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Continuez de vous protéger. Protégez vos femmes et vos enfants. Protégez vos familles et que Dieu vous protège en retour.